Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on est à Saint-Tropez. On est donc dans cette maison Isabelle, celle de tes grands-parents. Tu vas nous raconter un petit peu, mais on enregistre en live à l'occasion du lancement d'exposition Une maison à Saint-Tropez, table et récits intimes. L'idée dans cette exposition et pour ce soir, c'est d'accueillir dans cette exposition qui met en lumière 22 artistes et designers français, 3 projets. Donc on ne pouvait pas faire une interview avec tout le monde. Donc voilà, le thème et les agendas, etc. ont fait qu'aujourd'hui, c'est un panel en tout cas avec Isabelle, on a eu envie de mettre non pas en lumière plus que les autres parce que c'est pas du tout l'idée, mais en revanche de vous permettre de pouvoir partager votre démarche, votre univers et aussi qui sont pour nous très emblématiques de la thématique et de l'intention en fait de l'exposition. Donc on va en reparler tout de suite après. Donc ici on a Alice et Loa et Lisa et Lisa de Azure World. Donc on va vous donner la parole juste après. Mais avant, Isabelle, j'aimerais que tu puisses déjà te présenter et nous raconter aussi comment est né ce projet d'exposition, parce qu'en fait, ça fait la 4e exposition que tu présentes dans cette maison. Donc c'est la 4e exposition qu'on organise dans notre maison de famille, qui est dans la famille depuis 1789. Mon grand-père était médecin et à la retraite avait voulu vivre de sa passion, de la peinture. Et pour rendre hommage un petit peu à tout ça, on a voulu organiser des expositions dans cette maison. Du coup, ce projet est né aussi d'une envie de rassembler les gens autour d'un événement et de mettre en avant une nouvelle génération d'artistes, notamment dans un village comme Saint-Tropez, où c'était important de proposer aussi une nouvelle vision. Que j'ai aimé dans la démarche d'Isabelle. Donc moi, malheureusement, j'avais pas pu venir aux précédentes expositions que tu as réalisées, mais quand on se reconnecte à ce qu'était Saint-Tropez il y a peut-être 50, 60 années auparavant, et puis la manière dont tes grands-parents aussi, une fois à la retraite, ont vécu ici, on se dit que quelque part, c'était déjà un art de vivre qui était très en lien finalement avec le rythme de la planète. C'était autour de moments simples, de rencontres. Enfin, il y avait en fait quelque chose qui était de l'ordre d'un art de vivre. Et aujourd'hui, finalement, en tout cas, je pense que l'intégralité des designers ici, quand bien même ils sont très engagés, ils sont pas dans une démarche où ils sont en colère. C'est pas des activistes en fait. C'est vraiment des personnes qui aiment l'émerveillement et qui sont émerveillés par la beauté de la vie. Et c'est aussi en écho à ça finalement que je crois que cette maison est le parfait écrin pour présenter tout leur travail. Peut-être que tu peux dire 2 mots sur ton grand-père, parce qu'en fait il y avait un atelier ici, c'était à la fois leur maison et puis aussi son atelier. Oui, c'est quand ils se sont installés ici, il y avait une grande cuisine qui donnait sur la place des Lys, mais ils ont changé la cuisine pour l'installer dans un petit couloir. Et il en a fait de cette cuisine, en ont fait son atelier pour toutes ces créations qui sont survenues ensuite. En tout cas, moi, quand j'ai rencontré le projet d'Isabelle, ça m'a tout de suite beaucoup touchée parce que c'est une maison, peut-être tu peux décrire, parce qu'on a l'impression que Place des Lys, il y a très peu en fait encore de maisons préservées aussi comme ça. C'est les vraies maisons tropéziennes. Peut-être que tu peux dire 2 mots de comment est-ce que cette maison a été, même au niveau de l'architecture, etc., réalisée. Eh bien, c'est une maison avec des grands espaces qui est tomate au sol, qui est assez haute de plafond, avec les petits jardins cachés derrière. Il y a beaucoup d'entresols. Il y a une grande cage d'escalier qui dessert plusieurs petites pièces où on monte dans un petit salon. On arrive par des portes dérobées dans des petites chambres cachées. Et surtout, ce qui est appréciable, c'est quand on arrive du brouhaha de la place des Lys, on monte 2 volets d'escalier et on se retrouve dans un jardin assez paisible et à l'abri du chahut qu'on retrouve notamment l'été. Ouais. Et c'est là où on enregistre du coup ce soir. Peut-être aussi que tu peux dire 2 mots parce qu'au rez-de-chaussée aujourd'hui il y a ton agence, oui. Isabelle. Peut-être que tu peux dire 2 mots sur ce que vous faites aussi, donc ces expositions, mais pas que. Et alors on est une agence d'architecture d'intérieur qui a bientôt 10 ans. On travaille du coup avec Ludivine, Chloé et Lola pour différents volets. Donc il y a le volet architecture d'intérieur où on intervient notamment au niveau pour des professionnels de l'hôtellerie. On développe du coup aussi en parallèle tout ce processus d'exposition, de curation. Et en travaillant avec tous ces artistes, on développe aussi des marques de mobilier et on les pousse aussi sur tous nos projets
en plus des expositions. On les fait travailler à l'année vraiment sur tous nos projets. On essaie de créer quelque chose de vertueux entre notre mission d'architecture d'intérieur, de décoration et d'exposition avec l'art et l'artisanat. Et c'est ça que je trouve très intéressant en fait dans la démarche d'Isabelle, c'est que c'est comme une démarche qui est intégrale aussi. Le fait de vouloir dénicher des talents, orienter parfois du coup certains travaux, les mettre en lien et faire écosystème. En fait, souvent dans la création, donc il y a le rôle de galeriste, il y a enfin tous ces rôles qu'on connaît déjà bien, mais parfois il n'y a pas celui qui va se glisser dans cet interstice un petit peu particulier. Et je trouve que du coup, de manière assez naturelle et hybride, le fait de faire des expositions, mais pas juste faire une exposition, puis après on passe à une autre, et puis on s'en fiche de ce que vont devenir les artistes, on passe à la sélection d'après, etc. D'avoir vraiment ce suivi, en fait, un peu comme une famille que tu crées et que tu connectes après avec un écosystème où ben, voilà, ils vont aussi avoir d'autres contraintes parce que c'est des projets d'hôtellerie, d'hospitalité, etc. Donc ça, c'est aussi, je trouve, une démarche qui est très intelligente aujourd'hui parce que bah, souvent, les designers, les artistes, le côté commercial est compliqué pour eux et d'avoir quelqu'un qui fait le pont entre une compréhension très forte de leur sensibilité artistique et le besoin d'un client. C'est des langages qui sont un peu différents aujourd'hui et donc d'avoir des intermédiaires comme toi, je trouve que c'est vraiment très précieux en fait aujourd'hui. Donc voilà, grand bravo Isabelle pour tout ça. Et donc du coup cette année avec Isabelle quand tu m'as contactée, c'était un petit peu comme un... Voilà, on a le même âge. Je crois qu'en fait, on est aussi toutes les deux traversées par ces sujets. Enfin, on lit la presse, on comprend qu'en fait, le monde est en train de changer, qu'il y a un contexte aujourd'hui qui fait qu'il y a certaines pratiques qui deviennent un peu plus désuètes, en tout cas qui sont peut-être moins soutenables et moins à favoriser, et que on est un peu perdu en fait face à. Mais ok, alors où est-ce qu'on va atterrir? Avec quoi on va pouvoir fabriquer? Enfin, comment est-ce qu'on va faire aussi pour continuer à s'émerveiller? Quelle est la place du beau dans tout ça? Et je crois qu'en fait, c'est aussi, en tout cas, ce qui nous a réunis, notre amour du beau et en même temps notre information, le fait qu'on était informés qu'aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose, un nouveau vent qui se lève. Et c'est peut-être aussi, en fait, je ne sais pas comment toi tu l'as perçu, cette envie d'axer peut-être cette année en particulier vers des profils, en tout cas une partie des profils dans cette exposition plus engagés. L'idée c'était d'aller dans le bon sens, de faire passer le bon message et de proposer quelque chose de complet avec, qui va de pair avec l'actualité et comme tu disais l'évolution du monde et qu'au moins dans notre discours et dans notre façon de le présenter, de se positionner, ça puisse faire sens et qu'on puisse aussi bien défendre maintenant ces nouvelles façons de faire et de les mettre en lumière aussi surtout. Et du coup, de faire appel à toi, c'était surtout une façon de tenir la ligne directrice qu'on voulait donner tout en respectant le contenu. En tout cas, je te remercie vivement de m'avoir invité parce que ça a été, vous imaginez, beaucoup de travail, de complicité, de recherche, de aussi finalement parce que vous l'avez vu, cette maison, elle est atypique. Donc, il y avait aussi le contexte des pièces. Comment est-ce qu'on fait pour faire à la fois résonner ce thème de la table? Parce que c'est vraiment la table, en fait, on s'est dit que c'était cet élément qui symbolisait un peu le lien, en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de nourrir les liens. Et la table était symbolisée l'endroit, en tout cas, où on pouvait se réunir, dialoguer, peut-être parfois se disputer, mais aussi écouter. Et donc, ça a été le fil conducteur il y a 7 scénettes qui ont été imaginées dans cette exposition. Peut-être qu'Isabelle, tu peux commencer à indiquer, en tout cas, juste peut-être décrire les 7 scénettes. Et puis, comme ça, on va arriver après aux artistes et designers qui vont prendre la parole. Alors dans le parcours, c'était un peu de questionner donc nos rapports à la table et il y avait l'idée du banquet de Platon qui trône au milieu du jardin, un peu comme pièce emblématique de tous ces débats qui se sont passés autour de la table sur la question du beau aussi, dans le banquet de Platon notamment, et de mettre en avant cette pureté de l'antique. Il y avait aussi la fin de partie, comme on l'a appelé, la scénette de la relaxation après le repas, où les débats ont lieu, où on va parler de... ici, on avait mis en avant notamment les différentes formes de matériaux et de design soutenables en plus dans cette pièce. Et enfin, le coup de fourchette, où on avait imaginé une forme de table la plus conviviale possible, avec justement Éloi, qui avait réalisé la table en collaboration avec Studio L'Air. Alors justement, du coup, tu passes un peu le flambeau à... Donc en fait, vous êtes 4, dont un duo.
Peut-être, Éloi, tu peux commencer par te présenter pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas et voilà, expliquer ce que tu fais et aussi ta démarche, la philosophie dans laquelle tu travailles. Bonsoir, du coup, moi je m'appelle Éloi Schulz, je suis ébéniste. Ça a mis un peu de temps pour moi de le dire aussi simplement parce qu'avant j'ai fait des études d'architecture. J'ai poursuivi par un apprentissage en ébénisterie et là j'ai un peu découvert, je crois, ce que je voulais faire. Et depuis, j'ai fait pas mal de mobilier et j'ai l'impression que je suis un peu tiraillé entre le dessin de mobilier et des choses plus culturelles. Souvent ça se réunit, parfois c'est l'un ou l'autre. Je crois que j'ai retenu un peu de mes études d'architecture un espèce de goût pour la structure, les assemblages, bien sûr les proportions. J'ai aussi, c'est surtout central, tout part avant tout de la matière, le bois. Je travaille essentiellement du bois massif, je travaille pas tout ce qui est plaquage parce que c'est, à mon sens, une des manières la plus primitive de travailler ce matériau, une manière la plus ancienne aussi. Et donc ça m'amène aux formes que je développe, ça m'amène aux assemblages que j'utilise. Et en termes de matériaux, à proprement parler, je me focalise un peu sur toutes les essences locales, européennes. C'est celles que je connais, et voilà. Et j'essaie de m'en tenir à ça pour l'instant. Voilà. Et dans tes inspirations, parce qu'on voit aussi que tu nous parleras juste après de la table et de la chaise aussi que tu as réalisée, mais globalement quand même, pour décrire peut-être un peu aussi les formes dans lesquelles toi que tu nous révèles dans ton travail, est-ce qu'il y a des inspirations des gens où parce qu'il y a quand même un côté à la fois sculpture, structure, très brutaliste un peu. C'est vrai que, alors, je pense que je suis très local dans le choix de mes essences, mais par contre, mes inspirations, je pense que je suis un peu diagonal et j'aurais du mal à être exhaustif et en citer précisément. Il y a beaucoup de designers, c'est compliqué de les nommer, mais par exemple, quelqu'un comme Nakashima, qui a aussi une double casquette, qui a été charpentier, qui a été architecte et qui a développé un travail qui est à la fois traditionnel parce qu'il est à moitié japonais, un grand travail sur le bois massif au Japon, à la fois américain, et il était à la fois architecte, il développait une partie structure. Il y a des références plus locales comme par exemple Pierre Chapeau que j'aime beaucoup, qui lui aussi a une approche très proche de la matière, qui met au centre par exemple la beauté du veinage de l'orme, un orme très simple, huilé. Pour lui c'est quelque chose qui mérite d'être mis en valeur sur une table simplement. Et aussi, je pense que je suis assez inspiré par le vivant en général, simplement. Donc les formes que je pratique, elles m'apparaissent un peu naturellement et je pense que je vais vers ce que j'aime et j'essaie de pas trop intellectualiser ça. T'as raison. Peut-être Lisa et Elisa, vous pouvez vous présenter Azur et tout l'univers en fait que vous avez créé toutes les deux. Alors, on est Lisa Favreau et Elisa Guedel-Dolé de Azur. C'est un projet où on conçoit et on produit des vêtements. Je pense qu'on se considère plus designer textile que designer de mode parce que vraiment le centre pour nous du projet, c'est la matière et le travail de la matière, donc la matière textile, et aussi comment la transformer, la sublimer. On fait de la teinture naturelle. C'était vraiment le point de départ du projet. Donc on s'est formé à ce savoir-faire. On a une palette très grande, on peut faire des milliers de couleurs différentes qui vont du rose, du rouge, du vert, du orange. Et donc c'est quelque chose de très artisanal, donc on teint avec des plantes locales, vraiment dans des grosses marmites où on remue au chaudron. Et on travaille principalement la soie. C'est une matière qui prend très bien la teinture naturelle. Et une des choses pour lesquelles le projet est aussi très axé, c'est le plissage. Donc là, pour le coup, on travaille avec des artisanes qui sont basées à Marseille. Et donc, c'est un plissage qui est entièrement fait à la main, sans moule et sans machine. Donc, c'est un plissage qui a un peu de vibration, qui est assez irrégulier, mais qui est quand même un plissage vertical. Et on développe aussi d'autres matériaux, donc à partir de soie.
Et pour cette exposition, on a voulu retranscrire un peu des codes qu'on avait dans nos vêtements, dans des objets d'intérieur, puisque, comme je disais, ce qu'on se dirait plutôt comme designer textile, c'est aussi un champ qui nous intéressait, la décoration et l'ameublement. Et du coup, ça a été un peu un exercice pour nous aussi, cette exposition de se lancer sur de nouveaux supports. Et en tout cas, avec Isabelle, ce qui nous a beaucoup plu aussi, c'était cette idée que dans la teinture végétale, on se dit souvent, ça va être un peu des couleurs pastel, des couleurs mais toutes les couleurs, sauf le fluo, je crois, sont dans la nature, en fait. Donc, je trouve que quand on se reconnecte à ça, on se reconnecte aussi à un champ des possibles qui est immense et qui est parfois un peu loin de certaines caricatures ou de certains... aujourd'hui... on nous dit oui, alors tu vas avec ton noyau d'avocat et ta peau de grenade faire un peu de ton bouilli-bouilla. Oui, mais aujourd'hui, il existe vraiment à l'échelle de projets, que ce soit pour l'intérieur, mais aussi pour la mode. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des manufactures en France qui se repositionnent et qui se transforment aussi complètement avec comme prisme le fait d'enlever la pétrochimie de nos teintures et de nos textiles, parce qu'en fait, on porte toute la journée, sinon, de la couleur qui est pétrosourcée. Et donc, il y a aussi, d'ailleurs, d'autres innovations, c'est une toute petite parenthèse que je fais, mais c'est des projets qui aussi sont importants, autour des cyanobactéries. Et donc, aujourd'hui, il y a des projets où on arrive à faire de manière industrielle des couleurs à partir de cyanobactéries également. Et donc, peut-être que l'échelle de la teinture végétale peut rester à l'échelle un peu plus artisanale, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les terres sont sous tension. Donc, si on voulait tout teindre en teinture végétale, c'est très compliqué parce qu'on n'aurait plus de terre pour faire pousser nos légumes et nos fruits. Donc, il y a aussi des proportions. Et puis, toutes les idées ne sont pas des bonnes idées à mettre en œuvre de manière massive. En revanche, elles font alternative parfois à une juste place dans un territoire. Et c'est ça aussi, cette justesse-là, qui nous a séduite avec Isabelle. Et peut-être qu'on peut arriver à toi, Alix. Alors, je m'appelle Alice Damien et j'ai créé Romy Objetti il y a 2 ans maintenant. J'étais styliste pendant 10 ans dans la mode du coup. Et j'ai grandi dans l'univers du bois par mon père qui est ébéniste, sculpteur. Donc j'ai toujours baigné dans l'univers du bois et de la sculpture, des copeaux. Et après 10 ans donc, dans le textile, j'ai eu envie de revenir un peu comme un retour à un certain essentiel en tout cas. Et j'ai commencé à faire des objets en bois. Ça a commencé avec des bijoux. Et puis un jour, j'ai eu envie d'avoir la lampe comme le bijou. Et de fil en aiguille, j'ai fait plein d'objets différents. Donc j'apprends et j'ai appris auprès de mon père. Je travaille donc pas mal avec lui. Et voilà. Et ton atelier Mon atelier est en Picardie, donc c'est vraiment l'atelier familial. J'ai grandi là-bas et l'atelier jouxte la maison. Donc c'est vraiment un univers global au milieu de la nature où je suis vraiment coupée du coup de la vie parisienne où je vis à l'année, quoi. Ce qui nous a séduit peut-être juste avec Isabelle aussi pour reboucler sur le bois, parce qu'il y a beaucoup de bois là, en tout cas vous êtes nombreux à avoir travaillé cette matière, mais toi aussi cette démarche, c'est que ton papa a eu aussi l'occasion de stocker beaucoup de bois rares, et peut-être du coup tu peux nous raconter ces histoires. En fait, moi j'ai vraiment du coup grandi donc, auprès de lui et avec le bois qu'il a acquéri tout au long de sa carrière. Et c'est vrai j'ai toujours eu la chance de travailler avec des bois assez nobles et assez rares. Et j'avoue qu'au début, je n'en avais pas particulièrement notion, parce que pour moi, c'était c'est ça le bois, j'utilise le bois qu'il a. Et en fait, tout au long de sa carrière, il a eu l'occasion d'avoir des bois donc, assez rares. Donc, il y a une pièce qui est en bubinga dans l'exposition. J'ai la chance de pouvoir travailler de l'ébène, du zébrano, des essences qui sont assez rares, mais qui sont finalement en fait, dans son stock depuis des années. Et c'est ça aussi qui m'a plu et que j'ai eu envie vraiment de développer quand j'ai quitté la mode pour me mettre dans la sculpture. C'est de vraiment travailler cet héritage et cette transmission d'un savoir-faire, d'une notion d'une certaine beauté finalement avec les essences du bois et d'apprendre un peu d'où viennent les bois que je travaille, quelle est l'histoire qu'ils ont derrière. Et du coup forcément ils ont plein d'histoires parce que mon père a 40 ans de carrière, donc du coup il y a toujours des histoires. Et c'est ça, en fait, qui me plaît aussi dans cette matière, c'est que je trouve que c'est une matière qui amène à raconter des histoires, à se projeter, à avoir un ancrage et un historique, en fait. C'est jamais une matière neutre. Il y a toujours une histoire derrière, c'est ça qui me plaît, en fait. Tu nous raconteras les petites histoires des deux bois tout à l'heure. Peut-être, Éloi, tu peux
Maintenant, on va essayer d'atterrir un petit peu dans cette exposition et en tout cas d'essayer de décrire aussi le process créatif et puis les pièces. En fait, on t'a suggéré, je sais plus comment ça s'est passé d'ailleurs, pour la collaboration avec Studio L'air. C'était vraiment pour avoir ce plateau central qui pourrait, plutôt que d'ajouter encore une matière pour le plat, etc., d'avoir des incrustations de... Oui, c'est ça. Avec Isabelle, on s'est dit souvent quand on a une table de salle à manger, il faut que ce soit une table à salle à manger un peu à toute épreuve parce que voilà, elle accueille des dîners, on va servir des plats, on va poser des choses un peu chaudes dessus. Donc bon. Et donc parfois, pour que les bois résistent à notre mode de vie, on met des résines, on met des choses en fait par-dessus, des traitements de surface qui font que quand on touche un peu moins le bois, on touche un peu plus comme un espèce de film, mais dessous le bois n'est pas en fait tactilement à notre contact. Et donc on s'est dit peut-être qu'aujourd'hui il y a d'autres matières qui existent et qui sont par essence, elles, super adaptées pour accueillir de la chaleur et pour justement faire face et ne pas être abîmé. Et en l'occurrence, la lave émaillée. Donc c'est avec Studio L'air qu'on vous a suggéré de faire cette collaboration et je crois que ça vous a plutôt plu. Ouais, ça a très bien marché. Du coup, ça c'est... Il y a le côté collab, en effet, c'est d'avoir à la fois une partie en bois et une partie beaucoup plus résistante en pierre de lave émaillée. Pour ce qui est de la demande d'Isabelle, il y avait une très belle référence de Charlotte Perriand, une table organique. Donc moi, j'ai commencé à travailler un peu cette forme. On s'est mis d'accord sur une forme en demi-lune ou approchant, asymétrique, à 3 pieds. Et ensuite, il a été question de savoir comment on pouvait atterrir à la pierre de lave là-dessus. Une position centrale en plusieurs éléments. On a discuté aussi de l'émaillage. On est tombé d'accord aussi sur des coloris qui pouvaient très bien fonctionner avec le bois de cèdre que j'ai utilisé, cèdre du Liban. Couleur proche d'une pierre comme de l'albâtre, donc des dégradés de verre. Voilà, donc ça produit le résultat que vous avez peut-être pu voir là-haut. C'est une table que moi j'avais envie d'appeler Maria ou les mères de la Lune, en référence aux taches lunaires qui ont été appelées Maria par les premières personnes qui les avaient observées, des taches plus sombres, qui sont en fait des coulées de basalte sur la Lune. Et donc des coulées de lave en fait. Et donc cette table, elle a ces empiècements de lave au milieu émaillés et qui à la fois orner et à la fois avoir un vrai rôle en fait sur son usage. Voilà. Et du coup, il y avait aussi cette idée un petit peu de pierre qui ont fait son lit. Ça, c'était... Ouais, tout à fait. Bon, comment la pierre arrive, la pierre de lave, évidemment, elle est chaude. Elle brûle tout. Et là, elle s'enfonce dans la table. Et la table, vous pourrez regarder après. Les cavités où vient atterrir la pierre sont adoucies comme fondues par la pierre de lave. Voilà. C'est vraiment très beau. Et donc, il y a aussi tout un travail à la gouge. Voilà, donc ça a l'air de rien de faire quelque chose plus la forme est simple en fait en sculpture plus elle a été travaillée. Il y a un gros travail de gougeage derrière et aussi voilà, j'étais un peu frustré aussi d'avoir creusé ces cavités et qu'elles soient tellement lisses que j'avais l'impression d'avoir pas travaillé et du coup je me suis vengé sur les pieds qui eux sont bruts et gougés et voilà. C'est très joli et on mettra du coup des photos sur Instagram pour que vous puissiez aussi voir cette sublime table. Tu veux rajouter quelque chose peut-être ou... Moi j'ai pas beaucoup parlé du bois de cèdre, mais après c'est ma passion personnelle. C'est un bois qui est très local, qui est un peu emblématique de la région et du bassin méditerranéen plus largement. C'est un bois aromatique qui sent vraiment très très bon et du coup j'en profite encore dans mon atelier qui sent encore cette odeur de cèdre des semaines après. Voilà. Et juste peut-être pour donner une info sur la finition et comment tu as huilé ou Ouais, alors ça c'est chaque ébéniste, je pense qu'il travaille toute sa vie sur la finition des bois. C'est différent en fonction de chaque bois parce que chaque bois réagit différemment à certaines huiles, à certaines teintes, etc. Donc là, c'est une huile qui conserve au maximum l'aspect naturel du cèdre que j'aime beaucoup. C'est hyper protégé et on dirait que c'est presque brut. Voilà, je suis assez content.
Ouais, c'est très beau. Les filles, Lisa, peut-être que vous pouvez décrire. Alors, il y a à la fois, donc, en tout cas, quand avec Isabelle, voilà, on s'est dit, il y a quelque chose aussi autour du textile et de votre attention aussi, de votre amour pour les textiles, de jamais jeter en fait vos chutes, etc. Et cette invitation quelque part à entrer un peu dans le domaine de l'intérieur, parce que c'était pas tout à fait un domaine sur lequel vous étiez déjà trop intervenu. Il y a 2 typologies, un petit peu peut-être que vous pouvez parler à la fois de la collaboration et puis des éléments que vous avez fait, le rideau et la suspension. Ouais, pour cette exposition, du coup, on a créé 4 pièces, donc, dont une en collaboration avec Margot Derem, qui est une amie et qui a aussi fait toutes les fleurs en papier de l'exposition. Et du coup, d'une part, on a, nous, plutôt créé des pièces plutôt utilitaires, on va dire, avec la création de 2 rideaux qu'on peut retrouver à l'entrée de l'exposition et dans la pièce à l'étage, et de la lampe aussi qu'il y a dans cette pièce. L'idée vraiment, comme nous, dans notre travail au quotidien, on travaille plutôt le vêtement, la soie et aussi d'autres matières. Là, on s'était aussi un peu donné comme challenge de reprendre les choses qu'on avait à l'atelier et pas forcément de partir, même si pour nous c'était un challenge de se lancer dans la maison, mais vraiment de récupérer aussi les mêmes matériaux qu'on pouvait utiliser à l'atelier. Et nous, c'est vrai qu'on garde un peu toutes nos chutes, et aussi parce qu'on fait de la teinture naturelle, on connaît le temps qu'on a passé aussi à créer ces textiles, à les transformer. Et du coup, pour nous, on ne peut pas jeter les morceaux C'est trop précieux. Et du coup, c'est aussi toutes ces rebuts, toutes ces chutes qu'on garde, et en se disant que, dans une dynamique d'un projet vraiment circulaire, de pouvoir les réutiliser dans quelque chose d'autre et aussi de les emmener autre part. Et c'est pour ça aussi que c'était une bonne occasion, cette exposition, de pouvoir enfin aussi s'en servir en partie. Ouais. Tu peux décrire du coup la manière dont vous avez pensé les motifs en fait et l'architecture un peu de ces rideaux et de... Oui, ces motifs, c'est un motif qu'on a commencé à développer l'année dernière, aussi sur des vêtements. Et l'idée, c'était de vraiment, avec ces toutes petites chutes de soie teinte, c'était... Elles sont carrées, c'est ça ? C'est des petites chutes carrées, ouais. Donc en fait, souvent, aussi quand on découpe nos vêtements, on déchire un peu des bandes sur les côtés quand on fait la coupe. Et du coup, là, on a décidé de les couper en carrés, de les placer vraiment très, très précieusement, un peu comme une grille, et en fait, vraiment de venir transformer ces chutes un peu déchirées. Elles restent brutes parce que c'est aussi ça qui nous plaît, et c'est vraiment la balance entre quelque chose de très précieux et de très minutieux dans la façon dont on les dispose, mais avec aussi garder aussi la brutalité et un peu leur aspect original de découper un peu bord franc, parfois qui s'effiloche un peu, mais c'est aussi ça qui nous touche. C'est très joli. Et du coup, vous les avez cousues, un petit peu au milieu, un peu comme un... Oui, elles sont toutes cousues une par une, alors pas à la main, mais à la machine, mais elles sont délicatement cousues une par une. Une par une. Ouais. Et la collaboration donc avec Margot, donc peut-être que tu pouvais en dire 2 mots, Tige, et sa démarche. Ouais, c'était cette collaboration, elle a été initiée, alors je sais pas si c'est par toi, Hélène, ou par Isabelle, ou toutes les deux. Ouais. Et ça tombait bien parce que Margot, c'est une amie, donc on la connaissait déjà, on avait déjà potentiellement discuté, pourquoi pas se faire quelque chose ensemble. Donc pareil, c'était aussi une belle occasion de se lancer. Et avec Margot, on a un peu travaillé sous la forme d'un workshop. En fait, elle est venue dans notre atelier. Donc elle habite à Paris, nous on est à Marseille. Et elle est venue passer 3 jours à l'atelier. On est vraiment parti d'une page blanche. On s'était imaginé qu'on allait travailler autour de la fleur, mais en même temps travailler avec le textile, alors qu'elle travaille plutôt le papier. Et ça a été un peu un challenge de réussir à marier nos univers sans tomber aussi dans ce qui apporte elle aussi de la modernité dans son travail. C'est aussi le travail du papier, et du coup c'était tout en remettant le textile au cœur de la fleur, comment ne pas tomber dans quelque chose de trop décoratif ou trop chichi, mais on avait envie d'explorer quelque chose sur une échelle plus grande aussi pour rendre la pièce plus sculpturale et plus artistique. Ouais.
Tu peux la décrire. Alors, elle n'est pas facile à décrire. Non. C'est vrai qu'elle est dure à décrire même aux gens à qui on en a parlé. On ne sait pas comment vraiment en parler, vraiment. Mais on l'a travaillé peut-être comme un peu un bouquet, en fait, où il y a différents éléments textiles qui reprennent aussi des codes de notre travail, nous, dans le vêtement. Et on a vraiment créé un peu comme des pétales, en fait, en jouant avec différentes matières, différentes façons de les plisser ou de les tordre, de les assembler. Et on a vraiment fait ça aussi à 6 mains. Donc en fait, c'est pas la même chose que de travailler tout seul et de partir dans sa direction. C'était vraiment, il fallait que nos univers s'accordent. Et du coup, c'est une pièce murale qui est du coup textile et qui est comme une sorte de bouquet ou de fleurs avec des pétales travaillés de façon différente, soit matelassés ou plissés ou même complètement froissés. Voilà. Et juste pour qu'on se donne une idée de dimension et d'envergure, elle est assez importante en fait. Je crois qu'elle fait 80 cm de haut par 60 cm de large. Et elle a comme des petits pistils comme ça qui tombent en cascade et qui la rendent encore plus grande. Et c'est très beau. Alice, peut-être commencer par la collaboration aussi que tu as faite avec... Atelier Morelli. Ouais, Atelier Morelli, puis après atterrir sur le totem et le luminaire. Alors du coup, dans l'exposition, j'ai 3 pièces. J'ai 2 lampes et un totem. Et la collaboration avec Atelier Morelli, donc avec Léna. Léna, ouais. C'est, elle fait du tissage de cordes, en fait, et aussi ficelle, finalement. Et l'idée, c'était de pouvoir faire un abat-jour qui aille avec le pied de lampe que j'avais fait en wenge. Et donc, du coup, ça a été un peu un échange autour du tissage, tisser des liens, ça allait bien aussi avec le thème finalement de la famille, du repas, des échanges. Et donc c'était ça la première pièce. Et donc c'est une lampe en wenge avec un anneau emprisonné en fait. Donc c'est une technique de sculpture où je pars d'un bloc entier au tour à bois. Donc moi je travaille surtout essentiellement le tour à bois. Et l'anneau est sculpté directement dans la pièce. Voilà. C'est assez extraordinaire. Ouais. Merci. C'est vraiment très très beau. Et enfin, tout est très beau même quand il n'y a pas d'anneau dans ton travail. Mais en tout cas là, on se dit mais comment tu as fait? C'est ça. Mais en fait, c'est cette lampe-là justement. Tout à l'heure, j'ai commencé avec les bijoux et j'ai commencé avec une boucle d'oreille qui était justement avec cet anneau. Et c'est ça que j'ai eu envie de faire en lampe. Et c'est une technique en fait que j'ai apprise du coup. Avec mon père, mais c'est vrai qu'il y a ce côté un peu magique dont on se demande comment c'est rentré. Et c'est ça que j'aime bien aussi avec le bois, c'est des fois on a ce questionnement de comment on fait, comment c'est découpé, parce que c'est une matière très dure. Et de réussir à faire des formes organiques qui s'imbriquent, c'est toujours un peu fascinant. Donc c'était un peu ça à la base, l'idée de cette lampe. Et ensuite, je sais plus non plus trop comment on est arrivé sur d'autres pièces, mais c'est en dialoguant et en parlant de cette histoire de repas. Moi, ça m'a beaucoup fait réfléchir dans l'esprit de souvenirs en fait autour du repas. Et pour moi, c'est vraiment l'univers de la table, du partage. Ça amène aux souvenirs. Et du coup, ça fait écho avec mon histoire d'héritage, de transmission. Et les 2 pièces ensuite que j'ai imaginées, donc il y a un lampadaire qui fait 1m60 peut-être, et un totem qui fait 2m20, 2m30. L'idée, c'était vraiment de travailler toujours un peu dans cet esprit, finalement, comme le bijou, c'est de perles qui sont un peu enfilées et qui sont superposées. Et l'idée de ces perles, c'était un peu de parler des souvenirs accumulés finalement dans une famille. On a tous des souvenirs de repas qui s'accumulent au sein d'une même famille. Et l'idée, c'était de travailler la matière plus ou moins lisse, parce qu'on a des souvenirs plus ou moins faciles de repas ou de moments partagés en famille. Et d'avoir des choses qui sont un peu parfaites et d'autres un peu plus facettées, avec plus de relief. Et c'était vraiment cette idée-là. Pour le lampadaire, je l'ai fait en bubinga parce que c'est un bois que je trouve très beau, très dense, très lourd aussi. Tu peux décrire la couleur peut-être pour... La couleur, c'est plutôt rouge, c'est un rouge assez soutenu, qui tire sur le marron, qui a tendance à évoluer dans le temps aussi, qui va se patiner. C'est ça que j'aime bien. Un peu comme Éloi, j'aime bien garder quelque chose d'assez naturel dans les finitions. Et qui sont très bons aussi. Et qui sont très bons, c'est vrai, c'est la cire. Et du coup, c'était cette idée d'avoir quelque chose d'un peu rare et unique pour un peu mettre ce côté un peu la famille, le repas, quelque chose d'un peu rare finalement. Et j'avais envie de travailler ce côté où ça s'élève pour un peu ces moments partagés, ces souvenirs, toutes ces choses qui s'empilent en fait
d'élever un peu l'esprit finalement. Et pour le totem, c'est des bois plus simples. C'est un mélange de frêne, de chêne et d'iroko. Et pareil, je l'ai vraiment travaillé dans cet esprit de perles qui superpose. Les deux pièces sont droites, mais pas non plus complètement droites. Il y a quelque chose d'un peu fébrile. Et c'était ça aussi que je voulais montrer, c'est qu'on arrive à quelque chose, à un final finalement, tout en ayant un parcours parfois qui n'est pas forcément lisse et simple. Et c'était un peu cette idée que j'avais envie de transmettre, en fait, toujours tout ce rapport de famille et de souvenirs qui s'enchaînent. Et est-ce que tu peux, parce que tout à l'heure tu nous parlais d'anecdotes avec les bois, est-ce que c'est l'un des bois que tu as utilisé? Parce que quand on s'est retrouvés, on a fait à un moment, c'était quand? C'était il y a 2 mois? En avril. En avril. Tous les designers sont venus, une partie en tout cas, ici à Saint-Tropez. On s'est tous réunis pour découvrir les lieux qu'ils connaissaient pas forcément, etc. Puis c'était important pour nous qu'ils s'imprègnent du lieu aussi pour ensuite créer. Et tu nous racontais qu'il y avait, c'était en fait à travers des il y avait pas une histoire de bois qui avait été utilisé pour caler des éléments dans une soute, mais qui en fait était plutôt pour en fait transporter les matières. En fait, le bois, ce qui est particulier, c'est qu'il y a il y a eu toute une période où le bois, ça se voyageait très facilement. C'était facile d'importer du bois. Et après, il y a eu il y a des lois qui sont arrivées, heureusement, pour un peu faire attention à comment on importe les bois, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bois finalement qui ont été utilisés, en fait, qui étaient à la base exportés pour le marché plutôt européen et qui du coup se sont retrouvés un peu bloqués parce qu'on ne pouvait plus trop les vendre. Et il y a pas mal d'anecdotes finalement où les gens ont trouvé des solutions un peu pour contourner. Pour contourner, parce que c'est un peu le principe même de quand on met des règles, c'est qu'en général les gens cherchent à les contourner. Et c'est vrai qu'il y a des bois qui ont été parfois finalement utilisés comme de l'emballage pour caler en fait des pièces. Et c'était une façon en fait un peu détournée de faire venir du bois un peu plus rare. Et c'est vrai que les bois que j'utilise, j'aime avoir cette idée qu'ils ont, comme je disais tout à l'heure, cette histoire. Et c'est un peu ça, même avec le frêne que j'ai, c'est un frêne qui vient vraiment à côté de chez mon père, donc dans le nord. L'iroko, c'est un bois qu'il a eu depuis longtemps. Au début de sa carrière, il a eu l'occasion d'avoir des poutres en iroko. Donc c'était vraiment cette idée justement de mettre aussi dans ces pièces des mélanges d'histoires et pas juste avoir qu'une seule essence, même si je l'ai fait du coup avec le bubinga, mais de pouvoir jouer justement les différences, les matières, voilà, c'est un peu ça. C'est très très beau. Bravo. Je pense que du coup on a fait un peu ce tour en tout cas et qu'on a découvert vos univers. Je vous invite, là, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller découvrir en vrai, juste après ce podcast, les pièces. Et puis aussi, évidemment, toutes les autres. Donc là, il y a 22 artistes et designers qui sont présentés. Peut-être je peux les citer rapidement, mais donc par ordre alphabétique, pas par ordre de présentation. Mais donc, on a Anne-Sophie Matrella, qui du coup céramiste, Atelier Morelli, dont tu as parlé, Alice, donc qui travaille le tissage. Audrey Balakino, qui est céramiste également, Audrey Guimard, qui a fait tout un travail sur la pierre, donc vous, Azur, Emma Brouchy, c'est la pièce du coup qui est dans l'antichambre, qui travaille les épis de blé, et qui a du coup une table et des bouquets sublimes. Four aussi, qui a réalisé beaucoup d'éléments en céramique. Le photographe Guillaume Blot, hors studio, dans l'entrée, avec le fameux Laserstone, la collection dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc, c'est ce nouveau matériau à base de cuir et de charge minérale. Ensuite, on a Jim Janus. Ça, c'était intéressant. Peut-être tu peux en parler, Isabelle, un peu autour de la peinture. De la peinture et de la table, ouais. C'est en fait, il fusionne sa passion pour les échecs et la peinture, où il va étudier une partie d'échecs qui s'est réellement passée en faisant ensuite un zoom sur un coup, et il va dessiner sur sa toile donc le parcours que les coups ont dessiné lors d'une partie d'échecs. Et l'idée est d'imprimer aussi de faire retranscrire le temps sur cette toile en ayant un jeu d'ombre afin que l'on comprenne comment la partie s'est jouée. Donc il y a aussi ce travail en fait entre ces silences, le temps
ce qui est invisible et ce qui est visible aussi. Enfin, c'est très joli. Et en plus, il utilise des textiles qui ont déjà eu une première vie, c'est ça? C'est ça, en appartenant au courant support-surface, où du coup, il va utiliser tous les textiles qu'on lui aura donnés, que ma mère, en vidant ses placards, on lui aura donné des tonnes de nappes, et du coup, de réutiliser un peu tous les textiles qu'il trouve. Ensuite, on a Léa Bigot, la céramique. Donc, c'est la table avec ses pieds complètement... en fait, qui font un peu écho et suite d'ailleurs à la précédente exposition. Ouais, elle avait participé à la première édition d'une maison à Saint-Tropez, où elle avait réalisé une console avec pieds en céramique et tableau en verre soufflé, ondulé. Et ensuite, dans l'année, elle a fait une résidence à Lagos, où elle a développé aussi une nouvelle technique d'émaillage dont on voit le résultat sur les pieds cette année. Et puis elle a aussi fait des petits et les petits porte-couteaux en étain qui agrémentent la table d'Éloi. Donc Léa Laborie, qui du coup elle travaille le bois, et en fait que du bois qu'elle glane, et donc du coup qu'elle vient pareil sculpter. Donc elle a fait cette composition de cuillères, un peu comme des bouquets. Lucie Ponard, qui travaille donc la céramique avec des émaux issus de terres d'excavation, de chantier. Lucille Viau, qui elle travaille, a mis au point des recettes de géoverrerie avec ce verre en partie composé avec des brisures de coquillages. L'artiste Marie de Buté, qui a réalisé donc deux œuvres, Project 213A avec un banc, Sodade aussi, Sodade Design, qui remet au goût du jour en fait l'artisanat un peu local portugais pour le tissage de fibres textiles qui sont issues de chutes de maisons de haute couture, des chutes de coton essentiellement. Ensuite, on a Emmanuel Luciani, pareil au niveau de la céramique, atelier l'air, on en a parlé, super poli, table avec leurs textiles et leurs nappes, et tiges dont on a parlé tout à l'heure avec les fleurs en papier. Voilà, comme ça on n'oublie personne. Est-ce qu'il y a des infos, Isabelle, qu'on doit faire passer sur jusqu'à quand l'expo, comment, tout ça? Alors, l'exposition est visible jusqu'au 24 août sur rendez-vous du lundi au vendredi, et les portes sont ouvertes le week-end de 10h à 13h et de 16h à 20h. Ouais, super. Donc voilà, et on partagera aussi tout ça sur Instagram en photo. Tout à fait. Comme ça, vous pourrez venir aussi voir et contacter sur Instagram si vous pouvez pas venir jusqu'à nous, mais que vous avez quand même envie d'avoir des informations sur les pièces. Merci à vous toutes et vous tous.